Bonjour Jean-Pierre Nioche. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à HEC, spécialiste de l'enseignement supérieur de gestion. Alors nous avons en France 5 grandes écoles de commerce et notamment 3 qui sont au sommet des classements internationaux. Est-ce suffisant pour dire que l'enseignement supérieur de gestion se porte bien en France? Dire que c'est suffisant, non. Ça serait tout à fait exagéré de le dire. Mais je trouve qu'il est quand même juste de signaler cette position. En un demi-siècle, l'enseignement supérieur de gestion est devenu un leader national. C'est le premier secteur en effectif dans l'enseignement supérieur français, ce que peu de gens savent. Et c'est devenu un champion international. Alors ceci dit, cette nouvelle position génère de nouveaux problèmes, de nouveaux défis. Donc je me limiterai à 2 défis fondamentaux qui sont tous les 2 liés à l'internationalisation. Le premier, c'est un défi stratégique. Le problème, c'est que les établissements doivent à la fois définir une offre qui tient compte du contexte et des traditions nationales, mais aussi s'adapter à la concurrence internationale. Or, cette concurrence internationale, elle a beaucoup évolué et elle s'est structurée sous la pression des accréditations, des classements, autour d'un portefeuille de diplômes qui sont des références mondiales. Alors c'est quoi? C'est le bachelor, le master en management pré-expérience, le ou les MBA, le doctorat. La formation continue, elle, est très importante, mais n'est pas définie par des formats très importants, ou en tout cas qui s'imposent. Donc, le grand problème pour un établissement français aujourd'hui, c'est d'avoir un portefeuille d'offres de diplômes compatibles au moins pour partie avec les standards internationaux, d'offrir une grande qualité, y compris dans les activités en anglais, et 3, malgré cette force de normalisation, arriver à se différencier. Et à garder un caractère propre. Propre, voilà. Le deuxième problème, il n'y a pas besoin de le développer, c'est le problème du financement. L'international coûte cher. Ça multiplie par 1,5, 2 ou 3 tous les coûts qui constituent la dépense d'une école. Donc, le problème est majeur. Alors, face à ces problèmes majeurs, qu'est-ce que vous préconisez de faire? Comment est-ce que les grandes écoles doivent réagir? Alors, les écoles, comme vous le savez, elles sont nombreuses et hétérogènes. Si on parle des écoles, vous en avez parlé, qui sont membres de la conférence des grandes écoles, qui ont un diplôme de grande école donnant le grade de master, parmi elles, c'est la première moitié qui brille dans les classements internationaux et par là même prouve que ces écoles-là ont réussi à définir une stratégie qui est compatible et acceptée, valorisée au plan international. Donc le problème est surtout pour les autres écoles. Les autres écoles il y a encore une grande variété dans ces autres écoles, mais beaucoup ont une offre peu claire, compliquée parce que la réglementation nationale des masters, du diplôme de master, fait qu'elles essaient de contourner cette réglementation. Alors en inventant des pseudo-MBA à l'appel, ou quelquefois en trichant avec la réglementation. Et en faisant des diplômes de formation continue, par exemple? En faisant des diplômes de formation continue, en faisant des doubles diplômes. Enfin, il y a 36 méthodes pour essayer de passer outre. On appelle ça aussi blanchir les diplômes, c'est-à-dire voilà. les faire donner par des organismes tiers, voilà. etc. Et il faut dire que le contrôle qualité exercé par le ministère n'est pas très performant. Alors, il y a la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion qui fait du très bon boulot, mais elle n'évalue que les écoles qui le lui demandent, parce qu'elle demande une accréditation pour un visa ou le grade de master. Mais les autres ne sont pas évalués. Et les autres, c'est quand même 45 000 étudiants, voilà. Selon les derniers chiffres du ministère.
Et de son côté, le ministère, alors c'est tantôt la DGCIP, tantôt le niveau du cabinet, ne se montre pas très actif pour faire la chasse aux tricheurs. Il y a eu des tentatives, mais ça n'est jamais allé très loin. Donc, le problème de qualité se pose pour ces autres écoles, et surtout les écoles les plus nombreuses et les moins titrées. C'est ça le principal défi. C'est ça le principal défi. Alors, deuxième défi, c'est le financement. Et là, il se passe des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour les écoles du premier rang, et notamment les écoles consulaires, elles ont été victimes d'une double peine. C'est-à-dire à la fois l'augmentation de leurs coûts pour l'internationalisation et la baisse de leurs recettes avec la réduction des ressources des chambres de commerce décidées sous la présidence Hollande, qui ont d'un seul coup abaissé les aides des chambres aux écoles. Alors, comment ont-elles réagi? Eh bien, elles ont augmenté leurs ressources propres. Elles ont augmenté leur activité de formation continue, quelquefois de façon considérable, et puis elles ont augmenté leurs frais de scolarité. Mais et la taille des promotions aussi. Et la taille des promotions. Mais ce n'est pas la variable. Avec les nouveaux diplômes, les bachelors. Alors, avec les bachelors, pour les écoles, effectivement, maintenant, toutes les écoles, sauf HEC, ont un bachelor. Et les bachelors ont joué ce rôle aussi. La conséquence, notamment à cause de l'augmentation des frais de scolarité, c'est qu'ils ont aggravé le problème de diversité sociale qu'elles ont, qu'on leur reproche, qui est un problème de légitimité aujourd'hui dans la société française. Et du coup, ça génère d'autres coûts, parce qu'il faut créer des programmes spéciaux, il faut donner des bourses, il faut même peut-être remettre en cause les modes de recrutement. Donc c'est un vrai défi en soi. Mais le principal bouleversement est plus profond. C'est le changement des systèmes de gouvernance. C'est-à-dire l'apparition... alors les écoles privées sont anciennes, je dis privées à but lucratif. Ce qui est nouveau depuis une décennie, c'est l'arrivée des fonds de pension, l'arrivée des fonds d'investissement dans le capital de certaines de ces écoles. Et puis la nouveauté d'actualité, c'est la transformation de EM Lyon Business School en une société anonyme avec des actionnaires qui seront en droit de demander des dividendes, ce que ne permet pas le statut des écoles consulaires qui existent depuis 2 ans. Et là, ça ouvre une question, parce que si on regarde pas seulement la France, mais l'Europe ou le monde, pour les écoles de haut niveau, personne ne paye de dividendes. Personne ne paye des dividendes, parce que les écoles du premier rang, en Europe comme aux États-Unis, sont des écoles publiques ou des fondations à but non lucratif. À but non lucratif. C'est-à-dire que dans le haut des classements, il n'y a pas d'entreprises privées qui font du profit. Alors il y a des grosses écoles ou des grosses universités purement privées avec un objectif de profit qui se sont lancées, mais elles ne sont jamais dans le haut du panier. Harvard ne fait pas de profit. Elle est très riche, mais ne fait pas de profit. Elle est riche, mais ne fait pas de profit. Elle accumule, plutôt. Alors, ça, c'est le défi pour les écoles. Pour les écoles. Alors justement, je vais vous demander pour les universités. Alors pour les universités, la situation, leur système est très différent parce qu'elles ont des handicaps bien connus, notamment des droits de scolarité imposés et faibles, et puis notamment aussi l'absence de liberté en matière de recrutement de leurs professeurs. Par contre, elles ont des atouts, c'est que en moyenne et en distribution, le niveau de qualité est plus homogène. À côté des écoles où il y a le pire et le meilleur, mais il y a les deux. Il y a une 60aine d'universités qui ont une offre en gestion. Elles ont donc des problèmes d'internationalisation et de ressources pour le faire. À mon avis, elles ont des marges de manœuvre sous-utilisées. Alors dans quel domaine? Alors j'en citerai 3. Le premier,
ne touche pas les écoles universitaires elles-mêmes, mais les universités. À ce niveau-là, il faut reconnaître que la plupart des universités qui offrent de la gestion n'ont pas de stratégie en matière d'enseignement de la gestion. La meilleure preuve en est que on trouve dans les universités des universités qui ont 2, quelquefois 3, et même à Aix-Marseille 4 composantes qui offrent des diplômes de gestion. Ce qui est une aberration. 4 parce qu'ils ont un IAE, ils ont une faculté de gestion. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a des facultés de gestion, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a surtout des facultés de droit, économie, gestion ou économie-gestion. Et puis il y a, pour Aix-Marseille, c'est le résultat de la fusion des 3 universités marseillaises en une seule, mais il n'y a pas eu depuis 10 ans la moindre tentative de remembrement pour en faire un Donc il y a de la gestion avec le droit, avec l'éco, dans l'IAE, etc. Voilà. D'accord. Et ce qui, naturellement, est donc tout à fait aberrant, dans le monde, le modèle, c'est une université qui offre de la gestion, elle a une école de gestion, point. Et de la même façon qu'il n'y a pas 3 facultés de médecine ou 3 facultés des sciences. Alors ça, c'est le problème structurel numéro 1. De l'université. Deuxième niveau, c'est l'offre de ces formations universitaires en gestion. Cette offre est peu claire, elle aussi. Pourquoi? Parce que il y a des traditions, il y a des pratiques qui font que la direction, soit de ces UFR, soit de ces IAE, n'est pas très forte pour imposer un portefeuille de diplômes. Par exemple, il y a l'offre principale de ces unités, ce sont des M2. Les M2, c'est ni un standard national, ni un standard international. Donc voilà un exemple. Ce n'est pas des masters, c'est des M2. C'est des M2. Voilà. Alors il y en a beaucoup plus, puisque forcément, dans un master normalement constitué, il y a 5 ou 6 spécialités. Et là, ça fait 6 diplômes, et on ne parle plus du master qui est le vrai diplôme reconnu et qui devrait être le fer de lance de ces établissements. Donc leur principal défi, c'est de rassembler leur offre avec un noyau central de diplômes compatible avec les diplômes internationaux. Pour leur financement, naturellement, toutes ces formations se plaignent d'être sous-dotées, c'est l'expression consacrée, mais on ne voit pas beaucoup d'efforts pour développer les ressources propres. La plupart des formations universitaires, y compris les très gros, comme Dauphine ou Aix-Marseille, sont des nains en matière de formation continue comparés à HEC, l'ESSEC ou les CP Europe. Et là, il y a il y a un champ de croissance. Il y a un champ de croissance tout à fait. Dans lequel il faut des moyens pour investir, peut-être au départ? Alors il faut des moyens, mais les écoles, quand elles se sont lancées dans la formation continue, elles n'ont pas eu une dotation spéciale de la part de la Chambre de commerce pour faire ça. Au contraire, la règle fixée par la Chambre de commerce, c'est que ça devait être autosuffisant et même rentable, de façon à contribuer au budget global de l'établissement. Donc il reste une marge de progression. Il y a une marge de progression. Potentielle. Et une marge de progression également sur les diplômes d'établissement. Puisque sur les diplômes d'établissement, les droits de scolarité sont libres. Donc, voilà les encouragements que je donnerais à ces établissements. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous préconiseriez, en fait, pour redonner une cohérence? Parce que là, on a fait une scission entre grandes écoles et universités, mais pour redonner une cohérence à l'enseignement de gestion en France. Alors, je dirais que c'est moins redonner que de donner une cohérence, parce que historiquement, il n'en a jamais eu de cohérence. Par contre, il y a une tendance vers la cohérence qui est incontestable. Les écoles universitaires se sont professionnalisées, les grandes écoles se sont universitarisées en développant la recherche, en renforçant leurs corps professoraux. Donc il y a un rapprochement incontestable sur le plan historique. Mais ça ne suffit pas.
il faudrait aller plus loin aujourd'hui et penser le secteur comme un tout et réguler le secteur pris comme un tout au niveau national. Et non plus qu'il y ait deux organismes de régulation, le HCERS d'un côté, la CEFDG de l'autre. Par exemple. Parce qu'effectivement, du côté ministériel, eh bien, il n'y a pas de gestion unitaire du secteur. Les écoles sont gérées par un service, les universités par un autre. Et ils ne se parlent pas beaucoup. Les évaluations sont faites par deux instances d'évaluation qui ne sont pas les mêmes, qui ne fonctionnent pas pareil, qui n'ont pas les mêmes critères. Alors qu'il s'agit d'une même activité, c'est les mêmes diplômes, le même objet, le même emploi à la sortie, etc. Et puis, la chose qui est la plus visible et en même temps qui rend les choses compliquées, c'est les statistiques officielles ne donnent pas des statistiques sur l'ensemble du secteur. Si vous voulez savoir tous les chiffres sur les formations d'ingénieurs, écoles et universités additionnées, vous les avez. Vous voulez chercher la même chose sur les écoles et les formations de management, impossible. Ce qui est quand même extravagant. Ah ouais. Alors le problème, toujours au niveau national, c'est que cette absence de vision globale existe aussi du côté des établissements. Tous les secteurs de la formation supérieure ont une conférence des directeurs ou des doyens, alors de médecine, de droit, etc. Même quand il y a un secteur mixte, école, université, comme les formations d'ingénieurs, eh bien, il y a la CDFI, il y a la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs qui rassemble tout le monde. Et ça n'existe pas pour les écoles de gestion. Ça n'existe pas pour les écoles de gestion. La représentation est partielle et divisée. Et à la CDFI, il y a des écoles privées, associatives, publiques qui sont ensemble. Absolument, tout le monde. Du côté de la gestion, il y a deux instances représentatives, mais partielles. Il y a le chapitre management de la conférence des grandes écoles, qui rassemble les écoles dont on a déjà parlé, mais qui rassemble 40 écoles sur 180 écoles de gestion. Du côté université, il y a IAE France, qui rassemble les IAE, mais les IAE, c'est 40% du secteur universitaire. Donc c'est divisé et partiel. Donc ma conclusion, c'est qu'il est absolument indispensable, pour pouvoir penser le secteur globalement, pour que cette réflexion globale sur les défis sociétaux auxquels est confronté l'enseignement de la gestion puisse avoir lieu, et que ces établissements puissent se faire entendre également, eh bien, il faut créer l'homologue de la CDFI, il faut créer une conférence des directeurs des écoles et formations de management. Ce serait une grande réforme majeure que vous préconisez. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Nioche pour être venu faire ce panorama sur le plateau de Saint-Félicien. C'était un plaisir pour moi, merci beaucoup. Merci à vous.